Il va sans dire que The Substance a défrayé la chronique, volant presque la vedette à Anora, qui aura tout de même remporté la Palme d'Or. Avec Emilia Pérez en plus, Cannes 2024 a fait la part belle au film sur le corps, plus particulièrement féminin, et le contrôle des individus sur ce dernier. The Substance est une satire sociétale, et Demi Moore y joue une Elisabeth dépossédée, contrainte de voir dans l'âge le monstre du temps, et en elle-même, un démon au moins aussi important. Bien sûr, c'est une vision influencée par un regard extérieur, et inspirée par le destin des sex symbols, ou plus généralement des femmes célèbres, voire anonymes. L'on ne voit plus de femmes fatales après la fleur de l'âge, leurs pétales tombent, leur corps se désagrège, et dans ces femmes, fatalement, il n'y a plus de substances qui valent le coup d'œil. C'est une des thématiques du film, ou en tout cas ce que j'en ai compris. Il convient véritablement dans ce film d'appuyer son côté satirique. Autrement, on passe à côté du message, ou tout du moins, on peine à apprécier le visionnage. Le cynisme assumé permet quelques facilités, des grossièretés pour la plupart qui viennent améliorer l'expérience. C'est ce qu'on observe avec la scène de fin, qui fait évidemment dans le grotesque et nous emporte avec elle dans un torrent de sang et de body horror. Toujours, quand l'exercice est bien réalisé, des subtilités transparaissent dans ce manque de finesse. Il y a de petits coups de crayon dans le trait de fusain. Malheureusement, tout le monde ne regarde pas l'art avec les mêmes niveaux de lecture. Certains sont myopes et d'autres font l'analyse au microscope. Ainsi, on a reproché à Coralie Farja d'utiliser ce que l'on appelle le male gaze, c'est-à-dire le regard masculin, une critique des films qui se focalisent sur le public homme et font des actrices des sujets de désir avant toute chose. Dans les faits, c'est aussi ce à quoi ça donne Coralie, dès l'introduction d'Elisabeth, puis encore plus au moment de celle dessous, sa version améliorée. Elle combat le feu par le feu et propage parfois des incendies sans le vouloir. C'est peut-être génial, peut-être maladroit, tout ça dépend des interprétations. Moi j'en pense que c'est dans la ligne du film, car dès qu'il faut imaginer le monstrueux, le véritable, le film ne fait pas non plus dans la demi-mesure. Mais il est vrai, j'ai trouvé, que le film s'égare parfois dans ses grosseurs, et en plus de donner l'air de prendre le spectateur pour un idiot, en martelant aussi son message, eh bien il tranche des bouts de gras dans le rythme, et se régale de ses incohérences. Le film est bon, je ne sais pas si j'irai jusqu'à dire qu'il est excellent, mais il s'en rapproche. Cependant, il aurait pu être un grand film, s'il avait atteint un meilleur équilibre entre sa grossièreté visuelle et une finesse narrative qu'il peine à trouver. J'aime comparer la substance à un sortilège, sorte de malédiction. C'est en vérité de la magie qui veut, à base de seringues, se faire passer pour de la science. Le film en lui-même, on peut d'ailleurs le voir comme une revisite moderne des contes de princesses. Un peu de Cendrillon avec cette nécessité de changer de corps tous les 7 jours avant minuit, et beaucoup de Blanche-Neige, avec ses innombrables scènes de miroirs et de culte de la beauté. Elisabeth a longtemps régné sur Hollywood. Sa couronne repose sur le boulevard des étoiles et prend la poussière, devient un élément du décor. Cette histoire n'est pas utile à raconter, on la connaît déjà, on l'a vue plusieurs fois. C'est toujours l'après, l'épilogue, que les histoires omettent. Et c'est là alors que commence The Substance. Quand le spectateur rencontre Elisabeth, elle l'a déjà bien vécu. Pourtant c'est le début de son intrigue, le début de la perversion non pas d'une jeune ingénue, mais d'une actrice expérimentée, une femme accomplie. Qu'elle anime une émission d'aérobic est peut-être une première vision de l'absurde. C'est un cliché, une grossièreté voulue par la réalisatrice. Dans une interview, elle dit de son film et d'Hollywood « C'est vraiment une chambre d'écho de l'inconscient collectif. À partir de là, je voulais créer une sorte de Hollywood plus symbolique que réaliste. » L'aérobic, c'est un symbole. C'est juste au corps moulant, ces mouvements de caméra bien plus sacrément lubriques que Stanley Kubrick. D'autant que l'aérobic a toujours eu, dans l'imaginaire occidental, cette composante quasi pornographique. Que ce soit dans les tenues, les mouvements, les présentatrices, les douches en France, et la réalisatrice est française. Donc qui dit sexy dit désirable. Et les audiences vont dans ce sens. On peut imaginer que, aimée pour sa beauté, Elisabeth se soit instinctivement tournée vers ce milieu pour avoir été empêchée par l'âge de trouver des rôles. On peut aussi penser que c'est dans le désir qu'elle-même se construisait. Et alors qu'elle se plaisait dans ce rôle de présentatrice d'aérobics, soudain, l'âge la rattrape. Enfin pas vraiment l'âge, mais plutôt encore une fois son symbole. Et ce symbole est un jugement sociétal. Car ce qui compte, ce n'est pas de savoir si Elisabeth, donc Demi Moore, est une belle femme. Non, ce qui compte, c'est que la société, et sûrement par là le patriarcat, a décidé qu'une femme n'est belle que dans la vingtaine, et qu'ensuite elle n'est plus désirable. Je pourrais m'étendre sur la façon dont les standards de beauté ont évolué au cours du temps. Fut un temps, les rondeurs étaient appréciées, alors qu'aujourd'hui c'est plutôt l'extrême minceur. Mais ce n'est ni mon domaine, ni l'idée de cette vidéo. Je ne fais un détour par cette idée que pour dire que la beauté subjective d'Elisabeth pour nous, spectateurs, qui pouvons la trouver magnifique, n'est pas vraiment un facteur.
Car dans le film, c'est comme si elle était morte. Elle n'existait que quand elle était jeune. Maintenant que l'âge l'a rattrapée, comme un lévrier, Elisabeth est torturée, enfermée dans les apparences. Il faut bien comprendre, du moins je crois, que The Substance n'est pas un film sur le regard imposé sur les femmes, bien qu'en partie, mais surtout un film sur le regard que les femmes ont ou peuvent avoir sur elles-mêmes, un autostigmate. Cet autostigmate devient évident dans ce qui pour moi s'impose comme l'intrigue la plus parlante du film. Laissez-moi d'abord vous rafraîchir la mémoire. Elisabeth fait la rencontre de Fred, une ancienne connaissance. Il est heureux de la voir et la trouve plus belle que jamais, il l'avoue lui-même. Il propose que les deux se retrouvent autour d'un verre. Il note alors son numéro sur un bout de papier, et toujours dans cette idée de grossièreté, le papier lui file des doigts et tombe dans une flaque d'eau brune. Il est sale, terni, mais Fred l'offre quand même à Elisabeth. La rencontre en elle-même a beaucoup à nous dire, je trouve. Elisabeth est mal à l'aise, Fred s'impose dans son monde. Les deux personnages sont recroquevillés dans l'écran, le sommet de leur crâne touche presque le sommet du cadre. Comme si Elisabeth était d'abord méfiante. Sans subtilité aucune, Fred alors dit qu'elle est toujours la plus belle femme du monde entier. Elisabeth n'a pas l'air d'y croire. C'est elle qui lui demande son numéro. Et quand il lui donne, sur une fiche médicale, ce qui sent le naturel, quelque chose qui n'était pas prévu, pas planifié, à ce moment l'image se détend. Les corps et les visages gagnent de l'espace, Fred ne s'impose plus. En fait, il se dérobe. Et notons qu'il n'a pas lui-même le numéro de Elisabeth. C'est à elle de décider pleinement si elle souhaite le revoir. La balle est dans son camp. Le dernier plan de cette scène s'attarde sur son visage à elle, visiblement perturbée, indécise. Elle ne comprend pas, car l'interaction qu'elle vient d'avoir n'est pas cohérente avec le traitement qu'on vient de lui infliger. Elle qui a été licenciée et invisibilisée parce qu'elle ne serait plus assez belle. Fred est sincère, cela ne fait aucun doute. Et il est le seul, dans tout le film, à apprécier Elisabeth pour sa beauté véritable. Mais je ne peux m'empêcher de me dire qu'il est aussi une sorte de lot de consolation. Car il est un peu maladroit et rend mal à l'aise, mais il est vrai que c'est depuis le début le parti pris du film, ce comique d'exagération. Là, j'avoue donc que je ne sais qu'en penser. Cela dépend de l'interprétation qu'on en fait. Devrions-nous voir en Fred la corde de secours que Elisabeth échoue à attraper ? Ou bien devrions-nous considérer qu'Elisabeth est véritablement morte pour le monde et qu'elle n'a plus le choix de l'amour, qu'elle doit se satisfaire de quelques miettes ? Désolé pour Fred, qui est sûrement un bon gars, mais il ne fait pas vraiment rêver. Mais c'est à vous de vous faire un avis. Toujours est-il que l'intrigue avec Fred permet l'exploration de l'autostigmate d'Elisabeth, celui imposé par la société. Pour elle, en elle-même, elle n'est plus belle, plus désirable. Oui, elle est morte aux yeux des hommes. Ce n'est évidemment pas vrai en vérité, mais ainsi que l'effroyable machine de Hollywood, le symbole, l'a façonné. Car vient le moment où Elisabeth décide d'appeler Fred. Cette scène est très parlante. Quand elle tombe sur le numéro de Fred, le film décide naturellement de nous rappeler leur interaction, par le biais d'Elisabeth. Car elle, tout ce dont elle se souvient de Fred, c'est cette phrase « Tu es toujours la plus belle femme dans le monde entier ». Petite emphase ici sur le « toujours », à méditer. Elisabeth n'est peut-être jamais plus heureuse qu'à ce moment. Elle se fait une idée fantasmée de Fred, qu'elle considère maintenant peut-être aussi comme le plus bel homme du monde. Elle sourit, les yeux fermés, et colle son numéro sur son cœur. Cette phrase qu'il a prononcée ce jour-ci, c'est tout ce qu'elle souhaite. Fred fait exister son rêve de conte de fées. Alors il devient son prince charmant. Elisabeth est ici assise sur une cuvette de toilette, elle est en peignoir, sans maquillage, vulnérable. Elle parle au téléphone, ce qui n'est pas anodin car son interlocuteur ne peut pas la voir. Elle peut enfin exister. Mais tout de même, le doute s'immisce en elle. Le stigmate est puissant et influence ses pensées. Deux silences notables viennent perturber la discussion. Le premier quand Elisabeth s'introduit. Fred, de l'autre côté, n'en croit pas ses oreilles, car il est persuadé qu'elle est trop bien pour elle. Mais on peut lire dans le visage d'Elisabeth qu'elle-même est déroutée. Elle pense tout de suite à un rejet derrière ce silence. Quand elle est rassurée, elle sourit de façon très sincère et elle est heureuse. Le deuxième silence intervient quand elle propose une rencontre. Ses yeux partent en tous sens, on sent l'angoisse monter en elle. Il y a plusieurs plans sur son doigt tuméfié, difforme, en train de caresser la note et le numéro, un contraste. Elisabeth imagine encore une fois le rejet. Il n'y a pas d'autre explication pour elle à ce silence. C'est là la manifestation de ce stigmate intériorisé. Fred accepte, bien sûr, mais c'est maintenant que la véritable épreuve commence. Car pour un rendez-vous de ce type, il convient de se faire belle. Et le miroir, bien plus que sous, est le plus grand antagoniste du film.
Les scènes qui s'en suivent sont à la fois déchirantes et touchantes. Elisabeth semble d'abord se satisfaire de son apparence. Elle enfile une belle robe rouge, se maquille, puis elle aperçoit le visage de Sue, sa version améliorée, et le fantôme de la comparaison revient la hanter. Tout n'est plus que défaut sur son visage, des aspérités, des âpretés à cacher, à dissimuler sous des tonnes de maquillage, pour devenir quelqu'un d'autre, porter un masque et se révéler dans le regard des autres. Mais le miroir est partout, jusque dans une poignée de porte, et c'en est fini pour Elisabeth. Elle ne voit en elle plus qu'un monstre. Par colère, frénétiquement, elle se défigure. Et alors elle se lamente en silence, et ne sort pas de chez elle, malgré les messages répétés de Fred qui, c'est certain, l'aurait accepté peu importe la façon dont elle se serait maquillée, habillée. Quelque chose a filé sous les yeux d'Elisabeth, qui par sa haine d'elle-même est poussée à l'autodestruction, à rejeter le bonheur, ne se sentant pas le mériter. Et vous avez là une idée du cheminement de pensée qui accable la plupart des victimes du culte de la beauté. Il est intéressant de noter que dans le film, la version améliorée l'est seulement par le physique, et je me demande si ce n'est pas une des conditions de la substance. Elisabeth est éligible, on ne nous dit jamais pourquoi. J'ai pensé un instant que la substance permettrait aussi de rendre plus intelligent, plus humble peut-être, avec des valeurs nouvelles, mais rien dans le film ne nous pousse vers cette conclusion. La substance permettrait donc de produire un être simplement plus beau. Si on suit cette ligne de lecture, alors on se heurte à une incohérence. Le film introduit vite et sans aucune subtilité un autre utilisateur de la substance. On le reconnaît d'abord à l'aide de la marque de naissance très visible sur sa main. La matrice et la version améliorée auraient donc le même attribut que la société jugerait peu attirant. Alors c'est qu'il y a un peu plus qu'une histoire d'apparence. Est-ce parce que c'est un homme? Ou est-ce que, pour ce personnage, la version améliorée se traduit autrement? Par l'intelligence peut-être. La jeunesse, ce n'est pas simplement un corps sans rides, plus résistant, c'est aussi un cerveau plus aguerri et de meilleures capacités cognitives. Je me suis dit que le film allait exploiter ce filon, au moment où Sue créait d'elle-même une pièce dérobée, ce qui paraît improbable, et ce qu'Elisabeth n'a pas l'air de montrer savoir faire. Je me suis dit alors qu'elle était plus intelligente, en plus d'être plus jeune. Mais le film ne va jamais plus loin dans cette réflexion, et Sue paraît même plutôt naïve, stupide aussi, quand elle abuse de la substance pour des raisons triviales. Alors maintenant, je me dis que peut-être, la substance rend la version améliorée plus intelligente que la matrice, mais ni la matrice ni la version améliorée n'en tiennent compte, car pour elle, tout ce qui compte, c'est d'être les plus belles. Ou alors, c'est qu'il les faut vivre en harmonie. Cette quête d'équilibre et son échec consiste la principale force directrice du film après tout. Et c'est maintenant dans cette vidéo que l'on peut s'intéresser à la fameuse phrase « Vous êtes une ». Le film ne nous le dit jamais, alors on peut se le demander, de quelle façon exactement Sue et Elisabeth sont liées. Tout le long du film, il semble qu'elles soient l'une et l'autre distinctes. Rien ne les rassemble véritablement si ce n'est l'appartement qu'elles partagent. Et on nous rabâche qu'elles ne sont qu'une. Ce point reste pourtant ambigu. Pour comprendre le film, il faut essayer de se mettre dans la tête des deux personnages, et se demander de quoi elles se souviennent. Personnellement, et après réflexion, je pense qu'il faut prendre au sens littéral la phrase « vous êtes une », encore plus dans le contexte de la fin du film. Cela signifierait que Elisabeth se transforme véritablement en Sue, c'est son alias, qui représente le standard inatteignable, que Elisabeth voudrait effleurer. C'est encore un symbole. Mais comme les deux vivent pour la validation des autres, pour les projecteurs, ce changement d'apparence donne l'impression d'avoir, en plus que des corps, des personnalités différentes, parfois aux antipodes. Et tout cela expliquerait aussi la façon d'agir de ces deux femmes, lorsqu'elles s'antagonisent. Sue maltraite Elisabeth, elle la blesse dans sa chair sans aucune pitié, pour satisfaire ses propres désirs. Mais Elisabeth ne le fait jamais en retour. Plutôt elle se maltraite à son tour, par des crises de boulimie. Une forme de mutilation, autant qu'une envie de remplir un vide. Celui qui survient à l'absence de Sue. Car Elisabeth ne peut exister que quand elle est la version améliorée d'elle-même. Seulement, ni Elisabeth ni Sue ne parviennent à se considérer comme une seule personne, ce qui cause leur perte. On peut parler de dysmorphophobie, que le film a au moins l'air d'approcher. Car dans ce trouble, deux personnes existent en une seule, la réelle et l'imaginée. Sue est un idéal, Elisabeth est la conséquence de cet idéal. Elle parle d'elle-même à la troisième personne, par reproche, pour nier toute part de responsabilité. Mais les fautes de l'une sont incontestablement les fautes de l'autre. Quand Elisabeth mange à excès, une cuisse de poulet sort du ventre de Sue. La faute est donc partagée. C'est encore plus évident au moment où Elisabeth et Sue se réveillent et existent en même temps.
Leurs gestes sont les mêmes, il y a comme un miroir entre elles. C'est d'ailleurs Sue qui initie la confrontation. Elizabeth a l'air intimidée par elle. Il y a aussi une réflexion intéressante autour de la maternité, de la conception. Pour justifier de devoir s'absenter une semaine sur 2, Sue invente de devoir s'occuper de sa mère. Vous l'aurez compris, sa mère c'est Elizabeth. Et c'est vrai en un sens, car elle l'a enfantée, dans cette sorte de césarienne blasphématoire. C'est vrai dans un autre sens, car Sue vit les aspirations, les rêves de Elizabeth, dont elle a hérité. Et au fur et à mesure qu'elle avance dans le film, elle cherche à se détacher de sa mère, à accomplir son complexe de sevrage, à devenir elle-même sans dépendre d'un parent, gagner l'indépendance. Dans cette version, Elizabeth vit à travers Sue, et lui pardonne car elle se met à sa place plutôt qu'y être véritablement. Avec cette interprétation, la fable devient encore plus cruelle. Mais cette interprétation a du sens et beaucoup de théories foisonnent sur internet, rapprochant les différentes manifestations d'Elizabeth comme plusieurs générations de femmes de la même famille. Conformément à l'esprit du film, il fallait finir en beauté, dans une explosion de démesure et de gore, dans une caricature folle et absurde, tellement qu'elle peut provoquer la crise de rire. Arrive alors la petite dernière, Monstro Elisa Sue, la fusion horrible des insécurités de Elizabeth et de Sue, l'enfant des deux, de leur désir de validation par les autres. La véritable Elizabeth, la première, est coincée dans le dos de cette créature, simple spectatrice de l'horreur à venir. Elle n'a plus aucun contrôle sur son corps ni sur la façon dont il est perçu. Monstro Elisa Sue a alors une conscience propre. Encore, c'est un symbole, celui d'une extrémité. Car j'ai le sentiment que Coralie Farja place la beauté sur un spectre. Elle déplore dans son film que ce spectre définisse la valeur d'une femme dans notre société moderne, mais n'en refuse pas l'existence. Elle perçoit comme une fatalité qu'avec le temps la beauté physique se fane. La peau s'assèche, les formes se perdent, les cheveux tombent et la colonne se tasse. Et l'on ne devient pas des monstres pour autant. C'est pourtant ainsi que Elizabeth se perçoit, car c'est l'image qu'on lui renvoie. Et ça n'est sûrement pas un hasard que toutes ces insécurités culminent au moment où les regards sont tous braqués sur elle. La grande soirée du Nouvel An, où la part d'audience est toujours la plus importante. On voit alors à l'écran par métaphore visuelle que Sue, qui était la plus belle et avait confiance en elle, commence par se désagréger à mesure que le doute s'installe. D'abord, le sourire est pris d'assaut. Les dents tombent dans une vision cauchemardesque. Et le sourire, c'est aussi le symbole de la beauté, avec les yeux. Cette idée, le film l'appuie d'ailleurs un peu plus tard. Puis ce sont les ongles manucurés, et peu à peu, la chair. Avant de donner naissance à un monstre, véritable celui-là, Sue perd tout ce qui la rendait belle. Et c'est un peu comme si on la mettait à nu, que l'on grattait la peau et la chair pour aller visiter les organes et ce qui se cache sous toutes ces apparences. Voilà ici la force du body horror. Il nous met face à face avec la réalité de l'existence humaine. Derrière nos considérations métaphysiques, nous ne sommes rien d'autre que des enveloppes corporelles, des amas d'organes et de sang. On se garde bien en tout temps d'imaginer ce qui se cache derrière les barrières de notre peau. Le gore n'est donc pas gratuit, il a réellement la volonté de briser les apparences, de faire apparaître l'humain comme un simple tas de chair. Et cela nous terrifie tous. Monstro Elisa Sue veut pourtant garder la face. Malgré son apparence monstrueuse, elle se sent belle. On sent ici qu'elle est confuse, perdue dans les émotions de Sue et d'Elizabeth. Elle évolue dans son fantasme, elle se pense adorée de tous. Mais elle ne se sent véritablement représentée que par l'apparence de Elizabeth. C'est son poster qu'elle vient déchirer pour se le coller sur la figure. À ce moment, il semble qu'elle se retrouve enfin, comme si elle se reconnaissait elle-même, comme elle est, et pas comme on voudrait qu'elle soit. Ce geste cimente, à mon avis, l'idée que Coralie Farja place la beauté sur un spectre. Il y a Sue, au début de ce spectre, la plus belle car aussi la plus jeune, puis il y a Elizabeth, un peu plus loin, qui se sent à des années-lumière de la beauté de Sue, ce qui est pourtant faux. Car bien plus loin sur le spectre, on retrouve Monstro Elisa Sue. Elizabeth a été conditionnée à penser que ce court écart sur le spectre qui la sépare de Sue est bien plus grand qu'il ne l'est en réalité, et qu'elle doit se définir par cet écart. Ce n'est bien sûr pas le cas, ou cela ne devrait pas, car Elizabeth et les femmes en général sont bien plus que le reflet de leur beauté physique. Mais cela, je ne vous l'apprends pas. Le visage d'Elizabeth finira par fondre sur son étoile à Hollywood Boulevard, figé dans une expression de béatitude. On peut y lire plusieurs interprétations. Personnellement, je décide de penser que cette étoile représente la véritable valeur de Elizabeth Sparkle. Pas en tant que femme, mais en tant qu'actrice, en tant qu'humaine. C'est ce qu'elle est, au-delà des apparences. Quelqu'un de fort, de talentueux, cette étoile marque quelque chose d'intemporel.
c'est aussi bien évidemment le symbole de la reconnaissance. Un trophée offert par les autres est donc une façon de combler son besoin de validation. Pour cette vidéo, j'étais parti avec l'idée de détailler les défauts narratifs du film, et son manque de cohérence. Au fur et à mesure de l'écriture de mon script, je me suis rendu compte que l'entreprise était vouée à l'échec. J'aurais frappé à côté. Je voulais parler du fait que l'on ne sache pas véritablement comment fonctionne la substance, que l'on ne connaisse rien de ses créateurs ou que les agissements dessous paraissent parfois illogiques. Mais je comprends maintenant que la réalisatrice se fiche complètement de ces considérations-là. Ce n'était pas le propos du film, et ça aurait même pu le desservir. Ce n'est pas pour rien que la substance s'appelle simplement la substance, et ne porte pas un patronyme scientifique alambiqué. Il n'y a pas de personnage dans le film. Pas de protagoniste, pas d'antagoniste. Il n'y a que des archétypes. Les visages sont filmés en macro, les dialogues sont grossiers. C'est autant un défaut qu'une qualité, car tout est histoire de perspective, d'interprétation, mais si vous suivez ma chaîne, vous le savez déjà. Ce film est un produit stylisé, en opposition au courant réaliste. Les traits sont exagérés. Ce que je regrette le plus, en vérité, c'est que le film ne se jette jamais véritablement un corps perdu dans la frénésie, à part peut-être à la fin. Quitte à ne pas s'inquiéter des procédés narratifs, autant rester dans la démesure tout le long. La première partie traîne alors un peu en longueur car elle est plus classique. C'est dommage. Corélie Farja ne s'autorise de liberté qu'après son exposition. Elle finit en apothéose. Cela témoigne peut-être de son ras-le-bol, de son envie de faire passer un message avant tout. The Substance y parvient aisément. Difficile de passer à côté de ce qui est dit. Mais dans toutes ces grossièretés, il y a quand même un peu de subtilité, une sorte de fouillis onirique, qui ne demande qu'à être analysé de façon quasi psychanalytique. Ce que j'ai essayé de faire dans cette vidéo. Mais tout cela, bien sûr, tout ce que vous avez entendu, ce n'est que mon interprétation.